Bonsoir, mesdames et messieurs. Le ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a vu le jour lors du dernier remaniement ministériel. Nous recevons ce soir le premier responsable de ce département pour un échange. Recensement du patrimoine immobilier et gouvernance des structures et biens de l'État. Défis et perspectives, un sujet qui fait l'actualité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Le département ministériel que vous dirigez regroupe le portefeuille de l'État, le patrimoine de l'État et les entreprises publiques. Oui. Suivant la dénomination, quelle est la différence entre portefeuille de l'État, entreprises publiques et que faut-il entendre par patrimoine de l'État? Écoutez, de façon générale, le patrimoine s'entend comme l'ensemble des biens de quelqu'un, personne physique ou personne morale. Dans le cas d'espèce, c'est l'ensemble donc des actifs de l'État, mais pour le moment, nous sommes davantage concentrés sur les biens immobiliers. Et vous avez donc le portefeuille de l'État, qui sont donc les entreprises dans lesquelles l'État a des participations. Et puis vous avez aussi les établissements publics nationaux qui font partie également du périmètre de ce ministère. Alors on va parler justement du patrimoine de l'État. Oui. Monsieur le ministre, annoncé par le gouvernement, l'opération de recensement et de sécurisation du patrimoine de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger a été lancée le 12 août dernier. Oui. Avant de nous parler des objectifs, quelle était la situation réelle du patrimoine de l'État? Alors écoutez, il y a eu déjà un recensement en 2014 qui a, on va dire, tiré la conclusion que nous avions un peu plus de 32 000 biens immobiliers sur le territoire ivoirien. À l'étranger, 126 biens avaient été recensés. Et ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Donc, naturellement, il y a besoin de mettre à jour les différents fichiers. Surtout que dans l'intervalle, il y a eu différents investissements importants de l'État dans le domaine de l'éducation, de la santé, également aussi au niveau des infrastructures sportives. Tout ça a contribué à accroître donc, le patrimoine. Et il y a la problématique également de la sécurisation juridique, d'avoir des titres de propriété au nom de l'État sur ces biens. Alors, vous voulez inventorier le patrimoine de l'État, mais il se trouve que votre collègue de la construction gère un point important de ce patrimoine via la SONAPIE. Oui. Il y a une clarification à faire. Oui, d'autant plus que, suivant ce que vous avez dit, en fait, la SONAPIE relève du ministère en charge du patrimoine de l'État. Alors, le ministère de la Construction va définir, on va dire, les normes de construction et s'assurer également que celles-ci sont respectées et aussi les questions relatives, on va dire, au domaine urbain, vont être gérées par le ministère de la Construction. En revanche, le ministère du patrimoine, c'est donc la gestion de ce patrimoine-là, quand on l'a bâti, voilà, son entretien, sa valorisation, ainsi de suite, son extension. Voilà un peu la distinction avec le ministère de la Construction. Alors justement, j'ai retenu le mot entretien. Oui. Combien ça peut coûter à l'État? Alors, ces biens-là, ça coûte beaucoup d'argent. Je dois avouer que pendant un moment, nous avons eu quelques difficultés à prévoir suffisamment de dotations budgétaires pour les consacrer à l'entretien de notre patrimoine. Au jour d'aujourd'hui, les premières estimations que nous avons faites devraient nous conduire autour de 130 milliards à peu près de francs CFA. Mais c'est des choses qui peuvent être, on va dire, étalées, organisées. L'État a des mécanismes pour savoir comment bien prendre en charge ce type de dépenses. Alors, on les a recensés, on les connaît, mais comment les préserver? Oui, alors la préservation aussi, ça passe également d'abord par l'entretien, comme vous l'avez indiqué tantôt, mais également aussi travailler à les étendre. Voilà, les étendre, ça veut dire construire de nouveaux biens, ça peut vouloir dire également aussi nouer des partenariats, ça peut vouloir dire lever de la ressource pour faire en sorte qu'on ait un patrimoine qui puisse continuer de grossir. Monsieur le ministre, quelle est l'implication des citoyens et des parties prenantes dans cette opération-là? De notre point de vue, elle est très importante. Naturellement, vous ne pouvez pas réussir une grande opération de recensement des biens immobiliers de l'État s'il n'y a pas une adhésion importante des différentes parties prenantes. Et pour ce faire, nous avons saisi donc l'ensemble des départements ministériels, les différentes institutions également, afin que chacun soit mobilisé
pour faire en sorte donc, que l'opération de recensement des biens immobiliers de l'État soit un succès. Alors, quelles sont les difficultés relevées pendant ce recensement? Écoutez, le recensement est actuellement en cours. Hein. Il a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais les difficultés sont liées quelquefois à des problématiques d'information des gens. Vous avez également aussi, on va dire, le sort de certains biens. Parce que comme je disais tantôt, nous avons besoin de progresser en matière de sécurisation juridique des biens appartenant à l'État. Parce que quelquefois, ce n'a pas toujours été un réflexe d'aller jusqu'au bout des procédures d'émission des titres de propriété, ce qui nous a valu d'ailleurs de mauvaises surprises, puisque des biens étatiques ont été quelquefois se sont récupérés dans des mains privées, alors qu'il ne fallait pas. Voilà. Dans des mains privées, il y a d'autres aussi qui les occupent et qui éprouvent des difficultés à en sortir. Oui, tout ça, ça fait partie, on va dire, des choses que le recensement est censé mettre au goût du jour. Après, des décisions peuvent être prises. Si par exemple, il y a peut-être plus nécessité à ce qu'il y ait certains biens de telle ou telle, du fait de telle ou telle situation, qu'il faille soit les céder, soit les louer, ainsi de suite. Ça rentre après dans une autre mécanique qui est plus financière pour préserver, on va dire, les intérêts de l'État. Alors, vous prenez un ministère, il y a peut-être moins d'un an, je ne sais pas trop, mais quelles sont les réformes, à votre avis, à mettre en œuvre pour garantir la transparence, même dans la gestion du patrimoine de l'État? Oui, alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Déjà, vous avez le cadre juridique. Le cadre juridique qui a besoin d'être révisité, les conditions d'exploitation des biens de l'État, les conditions d'occupation des biens de l'État. Il y a aussi la nécessité d'aller vers davantage de digitalisation, d'automatisation du processus d'immatriculation des biens de l'État. Je mentionnerai également tout ce qui est relatif à la valorisation des biens de l'État, parce que c'est un moyen aussi de mobilisation de ressources. Vous avez des instruments financiers qu'on appelle par exemple au niveau de la finance alternative, le sukuk par exemple, qui permettent à l'État d'élever de la ressource qui est adossée à des biens valorisés de l'État. Donc toutes ces choses-là ont besoin d'être mises en orchestre pour faire en sorte donc, que nous puissions aller de l'avant là-dessus. Alors, vous ressortez souvent le terme juridique. Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'État a des biens qui ne sont même pas immatriculés, connus juridiquement? D'accord. Non, l'État a des biens qui sont connus, mais bon... Ils n'ont pas de papiers. Ils sont connus, mais ils n'ont pas de papiers. Je vais prendre un exemple. Hein. Quand on construit une école dans un village, dans un centre dans une zone rurale, même dans une ville, avons-nous toujours le réflexe de mettre un titre de propriété au nom de l'État? Pas toujours. Même un hôpital, en fait, dans le sens commun, c'est un bien public. Voilà. Mais la sécurité juridique, parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'un contentieux peut éclater. Voilà, donc à partir de là, vous devez prendre toutes les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un titre de propriété sur tout ce qui est un bien relatif à l'État. Alors, les procédures d'émission de titres de propriété peuvent être plus ou moins longues. Et nous avons travaillé à mettre en place une procédure spéciale pour l'État, de sorte que les biens de la collectivité, qu'on puisse assez diligemment donc, émettre des titres de propriété là-dessus. La question des baux administratifs préoccupe les Ivoiriens qui mettent leurs biens immobiliers à la disposition de l'État. Pensez-vous accroître ou à réduire considérablement l'enveloppe allouée à cette charge-là? Alors, peut-être moi, je ne poserai pas forcément le problème dans ces termes. Je crois que ce qui importe, c'est que nous puissions satisfaire au meilleur coût donc, les besoins des services de l'État. Et ça passe par avoir une meilleure prévisibilité de la dépense. Par exemple, lorsque la fonction publique a décidé de recruter 15 000 personnes cette année, eh bien, ces gens auront besoin certainement de s'asseoir dans un bureau. Mais si on ne sait pas prévoir la dépense, il faut également qu'en plus du recrutement, programmer des salaires, mais programmer également des bureaux à acquérir, naturellement, on va avoir des difficultés. Il faut aussi que nous soyons dans un processus de construction donc, de bâtiments nouveaux, de sorte à réduire la pression qu'ils exercent sur la question des bureaux. Et puis, s'il y a de l'aisance financière pour l'État,
travailler également à améliorer les enveloppes budgétaires allouées à la question des bois administratifs. Alors, monsieur le ministre, on va passer au portefeuille de l'État, mais j'ai l'occasion, pendant que vous êtes là. Alors, vous aviez en charge le budget. Un rapport de la Cour des comptes a fait état d'un détournement des droits d'enregistrement et de timbre relatifs au passeport. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il ne s'est pas passé grand-chose. Vous savez, en fait, déjà, il faut relever que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide de faire passer la Chambre des comptes en Cour des comptes. Ça veut dire qu'il a accordé une importance. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide également que, dorénavant, les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. En fait, c'est juste une crise de croissance. Vous savez, malheureusement, tout le monde n'aborde pas un rapport avec les meilleures intentions. Donc, si des formulations dans le test peuvent laisser penser de la confusion dans l'esprit de certains, il peut y avoir des difficultés et d'autres peuvent en profiter. Alors, l'une des choses que j'ai appris dans ma vie professionnelle, c'est qu'un responsable doit savoir anticiper. Je suis venu avec le budget de l'État. Alors, oui. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez? Voici le budget de l'État. C'est ça le budget de l'État? C'est ça les documents budgétaires et les annexes. Alors, une certaine presse a quelquefois écrit qu'on aurait détourné 34 milliards du budget de l'État. C'est ça le budget. Peut-on détourner 34 milliards de ça? Non. On peut détourner de l'argent d'une caisse. Et pour savoir qu'on a détourné de l'argent d'une caisse, il faut savoir combien il est entré, combien en est sorti, quelle en a été l'utilisation. À partir de là, on peut savoir qu'il y a un détournement de l'objet de la dépense. Mais malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne sont pas familiers de ces choses-là. Donc on peut facilement dire plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais vous pouvez être certain, avec les autorités que nous avons, s'il y avait la moindre difficulté, tout de suite, il y aurait des conséquences. D'accord. Alors, il y a quelques années, la quasi-totalité des entreprises publiques avaient des comptes déficitaires. Aujourd'hui, en dehors d'une dizaine, les comptes se sont rééquilibrés avec parfois des bénéfices. Résultat, les subventions ont baissé. Quelle a été votre stratégie? Alors, je pense que c'est on va dire des évolutions dont on peut être plutôt fier au niveau de l'État ivoirien parce que les résultats nets des entreprises publiques en Côte d'Ivoire ont été multipliés, on va dire, par 4 sur les 5 dernières années pour ressortir aujourd'hui à 257 milliards de francs CFA, donc un peu moins de 260 milliards. Les dividendes versés à l'État aussi ont été multipliés par 4 sur la période pour ressortir autour de 70 milliards. Et donc ça, c'est la preuve que nous avons un portefeuille qui se porte de mieux en mieux. Alors, quelles sont les recettes? Je dirais qu'il n'y en a qu'une seule, c'est le travail. Mais ça se décline suivant différents axes. D'abord, le pilotage de la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des indicateurs spécifiques à chacune des entités concernées. Qu'il faut avoir un suivi rapproché, les obliger à faire un reporting périodique à la matière. Il est trimestriel qui nous permet d'anticiper les difficultés de liquidité ou de solvabilité des différentes entreprises. Nous avons également travaillé à renforcer le contrôle. Et aujourd'hui, dans la loi, il y a obligation, aucune entreprise en Côte d'Ivoire ne peut rester plus de 3 ans sans subir un audit. Je parlerai également de tout ce qui est relatif à la formation des hommes. Les administrateurs sont formés. Il y a même une disposition légale qui fait obligation de dorénavant être détenteur d'un certificat d'entreprise avant de pouvoir être administrateur d'une société. Alors, ce sont toutes ces plein de choses que je pourrais mentionner. L'évaluation également on va dire, des conseils d'administration qui les obligent à savoir ce qu'elles font. Et puis peut-être la dernière chose, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait, c'est cette incitation positive qu'a constitué l'instauration d'un prix d'excellence. Nous étions à la 6e édition la semaine dernière, on a remis le prix d'excellence de la meilleure entreprise publique de Côte d'Ivoire. Alors, sur un total de 87 entreprises qui composent le portefeuille de l'État. Un peu moins. En fait, un peu moins maintenant. Non. L'État a des participations dans 87 entreprises, mais le portefeuille lui-même porte sur 58 entreprises. Donc, vous n'avez pas de vue sur les autres entreprises où l'État est minoritaire? Non, nous avons des vues, bien sûr. Mais je vais dire, ce n'est pas le même niveau de contrôle. Voilà, d'autant que c'est d'autres personnes qui sont... Alors, vous contrôlez tous les 3 ans, mais... Voilà. Avant 3 ans aussi, il peut avoir la possibilité de le faire. Comment ça se passe? Alors, les audits se font au moins tous les 3 ans.
Et en fait, il y a plusieurs critères. Hein. Voilà. Déjà, on ne peut pas rester plus de 3 ans sans autorité, mais dès qu'on relève des situations un peu compliquées, on va dire, naturellement, une équipe part. Ça vient en complément déjà du travail qui est fait par, on va dire, les commissaires aux comptes qui certifient les comptes, par le comité d'audit et de gestion qui est un comité spécialisé du conseil d'administration, mais également aussi par les structures internes de contrôle de la société concernée. Voilà. Donc l'audit va donner l'opportunité d'aller en profondeur sur certaines questions, mais nous avons déjà, on va dire... Alors vous nous rappelez combien d'entreprises où l'État a la majorité, c'est combien? 51 entreprises. 51 entreprises. Voilà. Alors, celles dont la gouvernance laisse à désirer, des réflexions à mener pour corriger ces imperfections-là? Alors, je vais dire, dans ce que vous avez dit, la gouvernance laisse à désirer, il peut y avoir beaucoup de choses. Vous savez, une entreprise peut être en difficulté pour diverses raisons. Peut-être que le secteur d'activité dans lequel elle évolue est simplement sinistré. Donc à partir de là, naturellement, les choses peuvent être compliquées. Peut-être qu'elle part d'un historique relativement compliqué, à partir duquel, naturellement, il n'est pas aisé d'avoir une situation qui soit florissante dans les 1 ou 2 ans à venir. Donc ça recouvre beaucoup de réalités. Mais en tout état de cause, ce qui importe, c'est d'avoir une trajectoire. Et quand on regarde la trajectoire, ces entreprises-là s'améliorent. Alors, le problème posé de cette façon, ça se comprend, parce que quand ça ne va pas systématiquement, on pense à un détournement. Oui. Récemment, j'ai vu sur un journal un détournement à la Sodexam. La Sodexam. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, malheureusement, on va dire, notre environnement fait qu'il y a une tournure de l'esprit. Dès qu'on parle d'audit, dès qu'on parle d'actes délictueux d'une entreprise, par exemple, pour la Sodexam dont vous venez de parler, ce sont des agents qui ont commis des actes délictueux et qui ont été identifiés par la direction générale de la structure concernée et qui a pris des mesures conservatoires concernant ces agents. Un audit aussi, quand on mène un audit dans une structure, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont très mal, non. Un audit est d'abord censé aider à améliorer les performances de l'entreprise, notamment en identifiant les insuffisances et en formulant des recommandations pour pouvoir les corriger. Donc voilà le sens dans lequel il faut prendre un audit. Maintenant, si chemin faisant, on constate qu'il y a des problèmes un peu plus sérieux, là, ça demande de prendre des mesures plus sérieuses. Alors dans vos réformes, vous avez renforcé le pouvoir, le rôle des administrateurs, vous en parlez tantôt. Tout à fait, tout à fait. Oui, alors, ce rôle-là a été renforcé. Nous sommes d'ailleurs très satisfaits parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous les indicateurs de gouvernance de nos entreprises publiques, que ce soit les tenues des conseils d'administration, que ce soit les thématiques abordées, que ce soit les organisations des rencontres des comités d'audit et de gestion des risques, eh bien, dans tous ces domaines-là, les choses sont bien orientées. Nous avons donc, comme je disais tantôt, formé les administrateurs, nous avons travaillé à leur émettre donc des codes à noter, c'est-à-dire les lois sur les sociétés publiques, qu'on dit à chaque disposition, voilà à quoi ça sert, voilà la compréhension qu'il faut en avoir. Et très bientôt, nous allons compléter cela avec un guide de gouvernance pour leur donner tous les éléments pour être d'excellents administrateurs. On nous parle aussi d'administrateurs indépendants. Oui. Alors, vous savez, autour d'une société, vous avez un certain nombre de tutelles, une tutelle technique, une tutelle financière et un certain nombre de ministères associés. Donc, pour bâtir le conseil d'administration, les ministères concernés désignent des représentants. Mais pour aller plus loin et pour améliorer l'efficacité de ce conseil d'administration, on désigne également un administrateur indépendant, voilà, qui pourra aider par son expérience à faire en sorte qu'on améliore les performances de la structure. Alors, vous exprimez votre satisfaction, mais en dépit de ces efforts-là, d'assainissement, des audits ont mis parfois aussi en lumière des cas de dysfonctionnement et même de prévarication de ces entreprises-là. Tout à fait. Comment expliquez-vous cela? Oui, alors, vous savez, c'est un peu la tournée d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Alors, nous avons à peu près 51 entreprises que nous suivons. Si vous avez 2 ou 3 dans lesquelles on a relevé des actes de prévarication,
Ce n'est pas la proportion la plus élevée. Naturellement, c'est 2 ou 3 de trop, parce qu'il s'agit de ressources publiques. Mais ce que je veux faire noter, c'est que c'est le gouvernement qui a l'initiative, qui arrive à identifier des insuffisances et qui prend une disposition pour les corriger. À la limite, c'est un gouvernement qu'il faut plutôt applaudir. Ça veut dire qu'il s'est doté d'instruments qui lui permettent de détecter des évolutions défavorables et de prendre les dispositions pour les corriger. Malheureusement, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, c'est justement ceux qui ont un souci. Globalement, si les choses ne se passaient pas bien, comme je l'ai indiqué tantôt, on ne multiplierait pas par 4 les résultats nets des entreprises publiques en 5 ans. Alors, comment faire pour prévenir ces cas de choses? C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit à zéro? Au taux de zéro. Alors, je sais que ça c'est un vœu, mais vous savez, il n'y a malheureusement pas de société humaine dans laquelle il n'y a pas d'infraction. Mais les mécanismes que nous mettons en place là, ce sont ceux-là qui nous permettent donc de réduire les cas de surveillance de problèmes. Et ceci dit, on ira encore plus loin. On ira plus loin puisque nous allons travailler, on va dire, au niveau donc des administrateurs, à faire en sorte donc qu'ils aient davantage de moyens de pouvoir exécuter les différentes missions. Alors, vous avez parlé tantôt de ces administrateurs formés. Oui. Je crois que devait être à l'époque autour de 127. C'est bien ça, oui. À quoi répond justement cette formation financée par l'État? Oui, parce que, vous savez, quand on vous a désigné pour être administrateur d'une société publique, il faut avoir les armes pour pouvoir faire cela. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme d'ingénieur, une maîtrise en ceci, cela, que vous savez faire ce travail. Et donc, il faut vous former à ce qu'on appelle contrôler une entreprise publique, une entreprise tout court. Et donc, nous avons fait des formations destinées aux administrateurs, mais nous avons fait également des formations destinées aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints, parce que vous pouvez être un excellent cadre, techniquement, mais diriger l'entreprise, c'est autre chose. Voilà. Et donc, avec HEC Paris, on a travaillé à faire ça. Et nous venons de finir également une autre formation adressée aux membres des comités d'audit et de gestion des risques avec des grandes écoles européennes pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont autour donc, de l'entreprise, qu'elles soient outillées à adresser les différentes problématiques de l'entreprise. Alors, tout à l'heure, on en parlait un peu. L'État n'est pas majoritaire dans toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Oui. Ce qui signifie que l'État n'a pas tous les leviers de gouvernance dans ces conditions. Comment rendre effective l'obligation de résultat? D'accord. L'État y a des intérêts quand même. Oui, bien sûr. L'obligation de résultat est déjà dans les différents instruments qui nous permettent d'assurer la gouvernance des entreprises publiques. Ça passe notamment par les contrats de performance qui sont signés avec les entreprises, les lettres d'émission des conseils d'administration qui fixent des objectifs aux différents directeurs généraux. Alors, la problématique de la rentabilité, là, il faut faire attention. Une entreprise qui est tenue par l'État, l'État n'a pas seulement qu'une préoccupation de rentabilité financière, mais elle a aussi une préoccupation de rentabilité économique. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, dans le portefeuille de l'État, vous avez plusieurs entreprises qui sont des sociétés non commerciales. Donc, elles n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Mais il faut qu'elles travaillent à faire en sorte qu'elles puissent couvrir les charges. La question de l'eau potable, la question de l'électricité, ce sont des biens publics. Donc, ce n'est pas forcément des choses dans lesquelles il y a de la commercialisation, ainsi de suite. Mais je peux vous dire que les déficits qu'on relevait au niveau des entreprises publiques ont été divisés par 3,5 au bout de 5 ans concernant l'ensemble du portefeuille de l'État. Donc, ça veut dire que nous travaillons à faire en sorte également qu'au niveau financier, outre la rentabilité économique, mais que également la rentabilité financière puisse être assurée. Équilibre au niveau du bilan, ça c'est déjà une rentabilité. C'est bien ça. Okay. Alors on va passer justement un petit mot sur les entreprises publiques avant qu'on les termine. Oui. Quel est l'état justement de la santé financière des établissements nationaux à ce jour? D'accord. Comment comptez-vous améliorer leur gestion? Alors peut-être qu'il faut que permettez-moi de dire 2 mots. Les hôpitaux. Voilà, 2 mots pour qu'on comprenne bien la chose. Les sociétés d'État c'est des sociétés qui sont tenues par l'État, mais qui ont un mode de gestion privé et une relative autonomie de gestion là-dessus, avec un conseil d'administration.
L'établissement public national, lui, il va avoir un mode de gestion public. Ça veut donc dire qu'il va avoir un contrôle a priori concernant l'exécution de sa dépense et la mise à disposition des ressources le concernant. Là où la société d'État a un conseil d'administration et est gérée comme une société au quotidien. Donc, cette distinction-là étant faite, au niveau des EPN, on en a à peu près 103 en Côte d'Ivoire. Alors, les choses se passent également bien aussi. Nous avons des pistes d'amélioration. Ça passe notamment par le bon fonctionnement des organes de gouvernance de ces établissements. Ça passe aussi par, on va dire, leur capacité d'absorption des investissements. Et ça passe aussi, en particulier au niveau des EPIC, leur capacité à mobiliser de la ressource. Voilà. Alors, on est presque à terme. Hein. D'accord. Quelles sont les mesures attendues pour améliorer davantage la gouvernance et la performance des entreprises d'État publiques, je veux dire? Oui, alors c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, un peu tout le long de notre entretien. Vous résumez, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire que nous sommes bien engagés. Il est de notre intérêt pour le peuple de Côte d'Ivoire que nous puissions continuer à aller dans ce sens au regard des défis qui sont les nôtres. Et ça veut dire approfondir les différents instruments qui ont été mis en place, à s'assurer de la qualité des hommes, améliorer le reporting et renforcer donc la qualité du contrôle. Alors, et ces entreprises qui ont des gestions un peu dépassées, oui. Je n'ai pas envie d'en citer, mais... Qu'est-ce que vous entendez par gestion dépassée? Oui, mais... Où parle de... Vous voulez que je cite? On me parle non, pas forcément, mais je veux mieux comprendre. Les gestions, pas forcément... Le dépassement. Vous étiez en train de dire comme les privés... Ah, d'accord. Des gestions qui sont plus orthodoxes, c'est ça? Tout à fait. Non, vous savez... Par exemple, à cause de leur mission. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors, vous savez, en économie, on dit bien souvent que l'incitation est l'un des moteurs du comportement humain. C'est l'un des moteurs du comportement humain. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir mettre en place des mécanismes incitatifs pour faire en sorte qu'il y ait une inflexion dans la gestion de ces entreprises-là. Une incitation, elle peut être positive comme négative. Elle peut être positive dans le sens d'une récompense, elle peut être négative dans le sens d'une sanction. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est la problématique du modèle économique. Et ça, j'ai peut-être omis de le citer, parce que nous y travaillons... On a encore une minute, je pense. Ah bon, d'accord. Nous y travaillons fortement aujourd'hui, c'est de révisiter le modèle économique de chacune des entreprises publiques de Côte d'Ivoire pour qu'on soit capable, sur un horizon de 10 ans, de 20 ans, de garantir la pérennité de l'entreprise concernée. Alors, je recevais le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Le ministre Moussa Sanogo est venu nous entretenir sur le recensement du patrimoine immobilier et la gouvernance des structures et biens de l'État. Monsieur le ministre, merci. Merci. Je souhaite que vous reveniez pour très souvent des petits détails sur ces choses qui tiennent en haleine les populations. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur RTI 1. Merci.